Ça va peut-être faire une mise en route un petit peu longue, je pense, hein. Si tu mets tout sur... ça va faire une introduction un peu longue, non? Tu t'enregistres depuis le début. C'est beau, hein? Oui. Dieu existe vraiment. Quand il a créé tout ça, esprit qui plane sur les eaux. Nous introduisons avec l'esprit qui plane sur les eaux après ce chant de louange. Laurence, Oui. Tu mets le son, Oui. tu mets le thème, j'arrête le partage et tu partages chez toi. Et c'est bon. J'arrête chez moi? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça que tu me dis? C'est bon. L'eau, c'est la vie.
Bonsoir, c'est vrai. Bonsoir, Mamou. Coucou. C'est long aujourd'hui. Il est 18 heures. Oui, Nous allons commencer en attendant que les autres nous rejoignent. Sur toi-même, comme si Dieu faisait ainsi. C'est quand tu aimes que Dieu t'aime. Oh, ton cœur fait comme lui. c'est vrai qu'avec la musique. Tu commences, c'est vrai? Tu commences? Pardon? Tu commences? Tu introduis? Pardon? Vas-y. Tu veux l'écran? Bon. Oui, ça marche, mais il faudrait que Séverin commence. Tu commences pas? Oui. Bon. Allez, Séverin, on t'écoute. J'arrête. Je pense que Sylvie. Vas-y, commence ton texte d'introduction. Je pense que Sylvie a un moment de. Tu as arrêté le partage? À toi, Séverin, vas-y, commence. J'attends que le partage soit. Que vous êtes. Est-ce que tout le monde voit mon texte? Oui, Oui, pas de problème. oui, 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 oui. Bon. Vous avez de quoi noter? Alors, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Et ce soir, nous allons aborder le thème de l'eau. Et voici un bref éclairage biblique. Le thème de l'eau tient naturellement une place importante dans toute la littérature, comme l'eau elle-même essentielle à la vie, dans l'existence de tous les peuples. Chez moi, au sud de Togo, l'eau est identifiée à la vie. On dit souvent l'eau, c'est la vie. Les auteurs sacrés exploitent de l'eau, les vertus et les dangers, les promesses et les menaces,
les symboles et les images. Dès ses premières pages, la Bible en offre de grandioses. Nous avons par exemple l'esprit qui planait sur les eaux dans Genèse 1, 2. Le Créateur séparant les eaux d'au-dessous des eaux d'au-dessus du firmament dans Genèse 1, 6, 7, 6 à 7. Puis la terre et les mers, toujours dans Genèse, avant d'arroser par le fleuve aux quatre bras le jardin d'Éden où il installe l'homme, sa créature privilégiée. L'eau a donc une place et un rôle dans la jeunesse du monde où nous vivons. Dieu en est le créateur. Il est le maître de cet élément si précieux parce que indispensable et si redoutable à la fois. L'eau, on la découvre dans la Bible comme une créature qui punit et qui sauve. Le pire que nous connaissons est assurément évoqué dans les récits du déluge, à savoir dans Genèse 6, versets 1 à 8 et 22. Le déchaînement des eaux est aussi présent dans le langage des prophètes et des psalmistes. C'est le symbole de la colère de Dieu dont les envahisseurs ou ennemis de toute espèce, on le voit chez Isaïe, Jérémie, Osée, Amos et dans les psaumes. En Dieu et par lui, le dangereux élément devient même un moyen de salut. C'est à travers l'eau que Dieu sauve l'humanité avec Noé. Dans Genèse 6, 17 à 18. C'est à travers l'eau que Yahvé donne un libérateur à son peuple en sauvant Moïse du Nil dans Exode chapitre 2, versets 3 à 10. Et c'est à travers l'eau qu'il sauve son peuple de ses ennemis au passage de la mer Rouge, Exode 14, 21 à 30, et qu'il l'introduit dans la terre promise par le franchissement du Jourdain, dans Josué 3, 15 à 17. Enfin, c'est à travers l'eau du baptême que Dieu va sauver l'humanité nouvelle. Nous le voyons dans 1 Pierre 3, 20 à 21. Pierre nous dit que être baptisé, ce n'est pas être libéré de souillures extérieures seulement, mais la nouveauté se trouve à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, où nous renaissons. Pour introduire le nouvel Israël dans son royaume éternel, Dieu se servira de l'eau. La notion de purification par l'eau, qui elle aussi anime les rites baptismaux, est depuis toujours et partout en honneur. D'innombrables textes bibliques s'en inspirent. Ce n'est pas, bien sûr, pas seulement l'hygiène qui est en cause dans les prescriptions sur le lavage des victimes sacrifiées. On le voit dans le Lévitique, chapitre 1, verset 9 à 13 et suivant. Mais le souci d'honorer par la netteté de l'offrande celui qui le reçoit. Il importe que la propreté physique suppose et reflète la pureté de l'esprit et du cœur. Isaïe l'évoquera dans chapitre 1, verset 16 à 8. Eh bien, il ne sert à rien de vous présenter devant moi. Allez vous laver, recommande Isaïe. Et dans Ézéchiel, Dieu qui promet de tout refaire à neuf à partir de l'eau. L'eau devient alors source de vie et source d'eau vive. Dieu créateur de l'eau est aussi celui qui est identifié dans les psaumes comme la source de toute vie, c'est-à-dire la source d'eau vive comme le psalmiste le clame dans le psaume 62, verset 2. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Voilà. Psaume 62, mon âme a soif de toi, car c'est lui qui est la source de notre vie et c'est en lui que nous avons notre joie, nous avons le mouvement, nous avons toute la vie. Devant la Samaritaine, Jésus se révèle lui-même le distributeur de l'eau vive, de toute plénitude, celle qui étanche la soif à jamais et qui jaillit en vie éternelle. Nous le trouvons dans Jean au chapitre 4, versets 10 à 14.
Assurance que confirme un autre propos du Christ à l'adresse de celui qui met sa soif en lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous le trouvons dans Jean 7, versets 37 à 38. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, l'eau demeure un symbole très riche de sens et de valeur. Retenons ici les eaux du fleuve d'Éden et la source du temple de Yahvé, qui est apparu dans la vision de Ézéchiel au chapitre 47, versets 1 à 12. De là, on voit l'un qui réjouit l'humanité encore innocente. Je fais allusion au jardin d'Éden. Et de l'autre, l'eau qui coule du temple, l'autre qui ranime le désert établi par la faute de l'humanité pécheresse. La nuit de Pâques, c'est des textes qui reviennent pour nous rappeler vraiment nos origines. Toutes deux rejoignent les eaux du fleuve de vie de l'Apocalypse que l'apôtre Jean voit jaillir du trône de Dieu et de l'agneau dans la Jérusalem céleste au profit de l'humanité retranchée, au profit de l'humanité rachetée et triomphante du triomphe même du Christ. Donc nous sommes en marche vers cette Jérusalem céleste et la nuit de Pâques, nous allons encore revivre ce temps baptismal qui va nous rappeler à la fois nos origines et là où nous sommes appelés à vivre éternellement la Jérusalem céleste. Voilà un peu un parcours, un survol rapide de la figure de l'eau dans la Bible, ce qu'elle représente pour nous et ce qu'elle signifie dans notre vie aujourd'hui en tant que baptisés, surtout en ce temps de Pâques, que la proposition de Laurence nous ouvre aux défis actuels et surtout à une prise de conscience de tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour être vraiment des fils de notre Père, l'honorant comme ses créatures avec la mission qu'il nous a confiée en ce monde. Merci beaucoup. Je passe l'écran à Laurence. À Sylvie, elle a quand même. Sylvie? Voilà, alors bonjour à tous et puis à toutes, déjà là ou à venir. Bonjour. Donc, on va continuer notre petit parcours à travers donc, les 5 éléments à l'occasion du carême et dans notre église verte de la paroisse de Vougeaucourt. Donc, il n'y a pas qu'au Togo, en fait, qu'on dit que l'eau, c'est la vie, bien sûr. Et donc, on va un petit peu essayer de voir en quoi l'eau intervient justement dans nos vies. Donc, évidemment, impossible pour nous de rater une image du baptême, puisque effectivement, c'est un symbole très fort. On devient frères et sœurs des autres frères et sœurs chrétiens et également donc de celui que nous suivons parce que nous trouvons que son message est tellement fort et important et pour réussir notre vie, le message bien sûr de la bonne nouvelle de Jésus. Ceci étant dit, on va arriver à des données un petit peu plus scientifiques et même parfois techniques. Hein. Donc, bon, on va passer rapidement là-dessus parce que je pense que tout le monde sait que l'eau, effectivement, c'est H2O chimiquement parlant, n'est-ce pas? Et que cette eau, en fait, c'est vraiment un élément très particulier sur notre planète, étant donné qu'elle peut se présenter, comme vous le voyez ici, à l'état liquide, mais aussi à l'état solide, hein, la glace bien évidemment, ou encore à l'état de vapeur, c'est-à-dire qu'elle va se trouver à ce moment-là dans l'air où elle va condenser pour former les nuages. Dans la nature, vous en avez déjà une petite idée, tout fonctionne par cycle. Vous connaissez avec la petite présentation précédente de la semaine dernière le cycle de la matière.
Et là, donc, vous avez certainement aussi une petite idée quand même de ce qui se passe à propos de l'eau. L'eau qui va donc s'évaporer à partir des océans grâce à l'action du soleil. Cette eau, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est à l'état de vapeur, va se condenser pour former les nuages. À partir de là, lorsque les gouttelettes sont suffisamment importantes, elles vont tomber donc sur les continents, former les pluies, former la neige, la grêle, etc. À partir de là, vont se constituer des réserves d'eau sur les montagnes sous forme de glaciers. Mais vous allez avoir aussi, donc à partir de la fonte de ces glaciers, à partir des précipitations, les rivières qui vont se mettre à parcourir joyeusement les continents. Donc ça, c'est l'eau de ruissellement. Mais vous aurez aussi donc de l'eau qui va pénétrer dans les sols. C'est l'infiltration, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Et donc, cette eau va rejoindre d'une manière ou d'une autre de nouveau les océans et ça va être parti pour un nouveau tour, sachant qu'entre-temps, donc, des êtres vivants en auront profité et donc auront transpiré et que c'est aussi une façon donc de faire repartir le cycle. Alors, nos savants se sont posé la question de savoir d'où provenait l'eau de la planète. Et donc, des recherches assez récentes ont montré en fait que l'eau de la planète provenait des comètes, mais pas seulement, elle proviendrait aussi du dégazage des matériaux donc, qui ont constitué la Terre. Ça revient presque à dire un peu la même chose parce que cette Terre s'est formée en fait par bombardement, alors on appelle ça d'un mot un petit peu compliqué, l'accrétion, c'est-à-dire en fait que des corps intersidéraux sont arrivés à fusionner et à donner naissance donc aux planètes. Et à partir de cette matière, donc il y aurait eu ensuite dégazage et ça aurait libéré donc de l'eau, mais on sait aussi, comme je vous ai dit au début, que depuis peu, grâce à l'étude des comètes, qu'on a aussi de l'eau donc qui est arrivée par ces comètes. Bon, quoi qu'il en soit, ça vient toujours en fait de l'espace. Alors, cette eau, eh bien, donc elle se présente différemment sur Terre, déjà par sa qualité d'eau douce ou d'eau salée. Donc, 97,5% de l'eau, c'est dans les océans. L'eau douce, celle que nous consommons, donc, celle qui nous est bien utile, c'est seulement 2,5% de l'eau présente sur la planète. Ces 2,5%, dans ces 2,5%, donc, on va découper de nouveau des portions. On s'aperçoit que les glaciers, ça représente avec le permafrost. Le permafrost, c'est le sol qui est gelé en permanence. Ça représente à peu près, on va dire, 70% des réserves d'eau douce pour le moment, mais on sait qu'en fait, les glaciers fondent à l'heure actuelle, le permafrost aussi, donc voilà, il va y avoir certainement un changement dans ces proportions. Et autrement, donc, on trouve 30% de l'eau douce donc, dans le sous-sol, dans des nappes phréatiques, et puis l'eau qui nous est directement accessible, c'est l'eau de surface, l'eau qui tombe par la pluie et la neige, 0,4% seulement. Donc, ça ne représente pas grand-chose. Et si on prend donc cette eau de surface, seulement 0,4% de la totalité, eh bien, on s'aperçoit que ça se partage encore ici dans des lacs, l'eau des lacs, 67%. L'eau contenue dans le sol, environ 12%. Je parle toujours donc de l'eau de surface et l'eau de l'atmosphère. Les zones humides qu'on a tendance malheureusement à sécher, tout ce qui est marais, marécages, etc., 8,5%. Les rivières, les rivières et l'atmosphère, vous voyez, ce n'est pas énorme. Les rivières elles-mêmes, 1,6% et l'atmosphère, à peu près 10%.
Donc, voilà un petit peu comment se répartit l'eau à la surface donc, de notre Terre. Donc, vous voyez que tout ne nous est pas quand même directement accessible et la plus grande partie, donc, c'est de l'eau quand même salée. Alors, je vous ai vraiment, comme on dit dans le Berry, assaboui, écrasé de chiffres. Donc là, je vais vous laisser un petit peu rêver de la beauté que l'eau peut nous donner. C'est un vrai spectacle de beauté. Vous pouvez avoir à l'état liquide, vous pouvez l'avoir à l'état solide, comme on a dit tout à l'heure. Ça fait vraiment des paysages formidables. Vous connaissez aussi l'eau qui coule. Et puis, celle qui est peut-être, vous êtes peut-être allé explorer une grotte un jour ou l'autre avec de l'eau, ça donne encore quelque chose qui fait rêver. Voilà, ne serait-ce qu'un sac oiseau qui se baigne, l'eau sous de nombreuses formes, donc vraiment nous ouvre à la beauté. Donc, on va venir un petit peu, on va quitter donc un peu ce côté poétique de l'eau et voir un petit peu comment l'eau intervient donc dans la vie. Alors, tout le monde sera bien d'accord avec ça. Je pense que l'eau, en fait, est nécessaire à la vie. On doit la boire. Hein, les animaux doivent la boire. Et quand l'eau fait défaut, évidemment, la vie ne peut pas se poursuivre, comme c'est le cas ici pour ce kangourou, donc lors d'une sécheresse en Australie. Pour les plantes, ça va être bien sûr la même chose. Hein, voilà, ici, une petite zone marécageuse qui a subi un assèchement du fait de la sécheresse. Et forcément, on voit un petit peu la différence. Hein. Les plantes, elles aussi, ont besoin, bien sûr, d'eau pour vivre. Alors, sans aller très loin, hein, vous avez pu vous rendre compte qu'une ou deux années de sécheresse, ici, dans notre région, ça a conduit à la perte de pas mal d'arbres qui n'ont pas résisté donc à ce manque d'eau dans le sol et les épicéas ont beaucoup trinqué, entre autres. L'eau qu'on croyait vraiment avoir toujours à notre disposition dans les rivières, ben, ce n'est pas toujours ça non plus. Hein. Quand il y a de la sécheresse, vous reconnaissez ici peut-être le Doubs, le lit du Doubs, au défilé d'entre roches. Normalement, c'est quand même plutôt comme ça. Moi, je n'avais, depuis mon enfance, j'ai rarement vu le Doubs à sec, je l'ai toujours connu comme ça. Donc, ce qui montre quand même un petit changement. On va s'intéresser cette fois-ci à l'eau vis-à-vis de nous autres êtres humains. Alors, l'eau vis-à-vis de nous autres êtres humains, cette eau, il faut savoir donc qu'on en est composé quand même de beaucoup, une forte proportion, 60% d'eau, qu'on va trouver avec des pourcentages divers donc, dans nos différents organes. Nécessité quand même donc d'être bien hydraté et de pouvoir boire. Il ne faut pas oublier cette chose-là puisque tous nos organes en ont besoin. Et nous, on a quand même la chance de pouvoir se dire qu'on peut boire dans notre pays de l'eau du robinet ou de l'eau qu'on peut acheter, de l'eau en bouteille, même si certains donc trouvent moyen de faire remarquer que ce n'est pas forcément parfait, cet embouteillage en bouteille plastique. Après, on peut discuter aussi l'eau du robinet, qui est certes bien traitée, mais en tout cas, on n'a vraiment pas à se plaindre par rapport à d'autres pays où le manque d'eau et la distribution qui n'est pas faite comme dans les pays riches va conduire, comme vous le voyez ici, les gens à prendre des risques avec leur santé. Alors, nous, voilà, comment est-ce qu'on consomme l'eau dans notre vie courante? Alors, j'ai été vraiment quand même étonnée, puis finalement, c'est quand même assez logique. Comme vous voyez, c'est dans la salle de bain qu'on utilise le plus d'eau, 39%, les toilettes, 20%, le linge, 12%.
faire la vaisselle, 10% à peu près, le jardin, 6%, à égalité avec la cuisine, divers, on ne sait pas très bien ce que c'est, peut-être des fuites ou des choses comme ça, et des piscines, des choses comme ça. Et la boisson, vous voyez, ça représente quand même pas beaucoup, 1% par rapport à donc, tout ce qu'on peut utiliser comme eau dans nos maisons. Sachant donc que ça représente un certain nombre de litres d'eau quand même, hein. Donc, si on part de la salle de bain, vous voyez, si vous vous lavez au lavabo, simplement, vous n'allez utiliser que 5 à 15 litres. Mais si vous prenez une douche, vous voyez, vous faites déjà monter la consommation d'eau. On ne parlera pas trop du bain, hein, 150 à 200 litres. C'est pour ça que souvent, on conseille de prendre plutôt une douche qui ne dure pas trop longtemps. Vous avez donc, je ne sais pas, on ne va pas tout passer en revue, hein, lavage d'une voiture, environ 200 litres. Sachant que finalement, si on prend un seau d'eau plutôt que, oui, si on se contente du seau d'eau, ça ira, ça consommera beaucoup moins. Alors évidemment, avec tous ces chiffres, on a la possibilité donc d'économiser, hein. Il y a des gens, vous voyez, qui sont penchés sur la question. Donc, mesdames, laissez de côté la vaisselle maintenant, vous voyez, vous pouvez économiser de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Quand vous allez chercher sur Internet, ben vous avez en fait plein de personnes qui vous proposent en fait des petites astuces pour essayer de moins gaspiller l'eau, à commencer par bien contrôler ce qui se passe au niveau de vos robinets, vous voyez, bien penser à changer les joints quand ils sont défectueux. J'en ai trouvé un que j'ai pris ici parce que ça m'a beaucoup amusé. Je ne sais pas si vous faites ça, mais ça m'a étonné de dire cessez d'utiliser la toilette comme une poubelle. Bon, je ne sais pas si vous mettez vos épluchures. Ah non, vous ne mettez plus vos épluchures là-dedans, certainement. Donc, fermez le robinet pendant que vous lavez la vaisselle. C'est mieux quand même encore de laver dans un récipient fermé plutôt que de laisser couler l'eau, hein. Donc, ici, on a des conseils qui sont un petit peu discutables des fois. Fermer le robinet pendant que vous brossez les dents, c'est pareil. Il est plutôt conseillé de prendre un verre à dents plutôt que de laisser l'eau couler plus ou moins. Voilà. Donc, il y a des fois des conseils un peu farfelus. Maintenant, vous allez pouvoir savoir si vous avez une douche qui est économique ou pas. Vous voyez, voilà encore un truc qui est proposé. Il y a effectivement des douches, apparemment, des pommes de douche qui économisent plus l'eau que d'autres. Et ça, c'est spécial pour Séverin et pour tous ses confrères. Économiser l'eau, n'est-ce pas? Profiter des baptêmes pour arroser vos fleurs. C'est un petit clin d'œil. Voilà. On prend ça pour les servants d'hôtel. Hein. Heureusement que Sylvie est avec nous. Après avoir vu un petit peu donc, ce qui se passe dans nos maisons, on va voir un petit peu comment on utilise l'eau aussi en dehors de nos maisons. Alors, une chose qui est remarquable, vous voyez, c'est qu'en fait, on utilise beaucoup d'eau pour l'agriculture. 70% de l'eau qui est utilisée, c'est pour l'agriculture. J'ai envie de dire seulement 22% pour l'industrie et puis nous, dans nos maisons, seulement 8%. Ce qui ne nous dispense pas donc d'essayer d'économiser quand même, c'est tout. Donc, on va voir un petit peu du côté des cultures. Alors, si vous vous êtes un peu baladé à travers la France en été, notamment, je ne sais pas, dans le centre de la France, par exemple, vous avez certainement vu ces drôles d'insectes métalliques qui crachent de l'eau en veux-tu, en voilà. Donc, c'est des arroseurs hein, qui avancent petit à petit dans les champs. Et celui-ci n'est pas un très, très bon exemple d'arrosage économisant l'eau, étant donné que vous voyez que l'eau est projetée dans l'air et qu'en projetant donc cette eau dans l'air, forcément, il s'en perd beaucoup avant d'arriver donc au sol. Donc là, il y a du gaspillage. D'autres machines ont été inventées. Vous voyez, celle-ci serait déjà plus recommandable hein, parce qu'elle amène l'eau beaucoup plus proche du sol. Donc, certainement qu'il y a déjà des économies qui sont faites plutôt que de ce qu'on la projette dans l'air. Et le top du top pour les économies d'eau en agriculture, c'est quand même ça.
c'est-à-dire des tuyaux qui délivrent des tuyaux microporeux, donc qui délivrent l'eau petit à petit. Et donc, des études ont montré que goutte à goutte, comme ça, le sol reçoit 98% de l'eau. Il y a 98% d'eau utile et non pas, donc on limite énormément le gaspillage par rapport aux autres systèmes. Donc ça, c'est des systèmes que vous avez pu voir en France. Donc dans tous les pays, il y a encore des personnes qui travaillent dur, comme vous voyez ici, hein, pour arroser les cultures. C'est souvent des femmes. Hein, donc vous avez vu Vietnam, ici voilà en Afrique, près d'un puits, avec donc des femmes qui arrosent en arrière-plan. Donc je ne veux pas être féministe à outrance, mais je constate quand même que c'est plutôt les femmes qui s'y collent. Les prélèvements d'eau, vous voyez, ne sont pas effectués de façon avec les mêmes proportions en France. Sans surprise, hein, on s'aperçoit bien sûr que c'est quand même dans le sud qu'on fait les plus gros prélèvements. Ça n'étonne pas de voir que la Bretagne ne paraît pas avoir besoin de beaucoup d'eau. Chez nous, enfin plutôt en Alsace, du fait du climat continental et puis des cultures, il est nécessaire aussi donc de prélever de l'eau. Et cette eau, ça peut être de l'eau de surface ou de l'eau qui est prélevée donc dans des nappes. Comme ici, vous voyez, vous avez en plein champ un captage d'eau, un pompage d'eau, donc pour pouvoir faire ces arrosages comme on a vu avec les machines, comme on a vu précédemment. Et ici, un captage qui se fait directement dans la rivière. Donc ça, évidemment, dans les périodes de sécheresse, ça fait beaucoup souffrir les rivières et puis c'est cause plutôt d'assèchement et de perte de biodiversité. Du côté, cette fois-ci, de l'industrie. Alors, du côté de l'industrie, ben, vous voyez que les prélèvements d'eau, cette fois-ci, ce n'est plus du tout la même répartition. C'est plutôt le nord, hein. C'est plutôt le nord-est, c'est plutôt la région, on va dire, de la vallée du Rhône, qui sont en cause. Et donc, ce n'est pas étonnant puisque finalement, hein, c'est les régions qui sont un peu plus industrialisées que d'autres. J'ai cherché à savoir en fait quel type d'industrie étaient les plus consommatrices d'eau. Et en fait, je me suis rendu compte, j'étais un peu surprise, mais que c'était en fait les centrales nucléaires qui utilisaient, vous voyez, le plus d'eau, tout ça pour donc refroidir, entre autres, les réacteurs, beaucoup pour ça. Après, vous voyez que c'est aussi les besoins en eau potable, l'agriculture arrive après et l'industrie. Donc, j'ai été un petit peu étonnée. Je pensais que l'industrie allait arriver beaucoup plus proche de ce qui était nécessaire, peut-être en deuxième position, mais pas aussi loin. Alors, on comprend pourquoi donc, les centrales nucléaires hein, sont placées non loin de l'eau, hein, souvent vers des fleuves ou parfois en bord de mer, comme on a vu hélas avec ce qui s'est passé au Japon avec le tsunami. Hein. Donc, comment fonctionne en fait, pourquoi est-ce qu'il faut autant d'eau dans une centrale nucléaire? Alors, sans rentrer trop dans les détails, en fait, voilà comment ça fonctionne, une centrale nucléaire. Vous avez le réacteur, le cœur du réacteur dans lequel on va plonger les barres d'uranium de façon à produire donc de la chaleur. Cette chaleur, elle va être transférée à un premier circuit d'eau et ce premier circuit d'eau va être très très chaud. On va faire intervenir à ce moment-là un deuxième circuit d'eau qui est complètement indépendant du premier. Il ne s'agit pas que ça se mélange pour éviter les pollutions. Donc, un circuit qu'on va appeler secondaire. Et ce circuit secondaire, donc, va amener en fait de l'eau
pour récupérer la chaleur produite par donc, le réacteur. Et cette chaleur est telle que l'eau va être vaporisée. Et c'est cette vapeur qui va faire tourner les turbines qui vont donc produire de l'électricité. Cette vapeur, donc, on va… Ici, c'est bien parce qu'on fonctionne, si vous voulez, suivant des cycles comme finalement dans la nature. Donc, cette vapeur, on va l'amener en fait au contact d'eau froide. Et ça, c'est le troisième circuit d'eau, c'est celui qui va demander beaucoup donc de pompage d'eau de façon à pouvoir aller donc recondenser cette vapeur du circuit secondaire pour que ça recommence, qu'on reparte. Vous voyez, donc il y a une certaine économie d'eau quand même dans les deux premiers circuits. Par contre, donc cette eau du circuit de refroidissement va être, il est nécessaire de la refroidir, et donc c'est pour ça que vous voyez ces gros pots de yaourt dans les centrales, parce que là vous avez un système qui va vous refroidir l'eau en injectant de l'air, et c'est pour ça que vous avez donc des nuages qui, si tout est bien fait, ne sont pas des nuages polluants. Voilà. Je veux juste vous demander une chose, est-ce que vous voyez que sur l'écran, moi j'ai Windows qui me demande de faire une mise à jour. Est-ce que ça apparaît sur votre écran? Oui. Oui, alors Oui. je vais demander à mon meilleur technicien, Bernard, si tu peux venir m'enlever ce truc-là. En fait, c'est un problème qui est lié à mon écran. Zut. Bonsoir Martine. Bonsoir mon père. Je viens enfin de réussir à me connecter, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai ce truc-là qui apparaît, je n'arrive pas à l'enlever. Voilà, parce que c'est un petit peu… Bon, je sais pas ce que je peux en faire. c'est pas grave. Ben, si, c'est gênant parce que ça gêne. Bon, alors, on va quand même continuer comme ça. On va essayer de se débrouiller quand même. Alors, donc, interrogation écrite la prochaine fois, bien sûr, sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Vous avez tout compris, c'est sûr. Pendant que je suis dans l'utilisation de l'eau, je vous propose maintenant de revenir plus près de chez nous avec le barrage du Châtelot, puisque voilà encore une utilisation de l'eau, une domestication de l'eau à travers les barrages. Alors, ce qui modifie évidemment les paysages, ce qui modifie le cours de la rivière, mais ce qui va nous permettre d'obtenir, grâce à l'usine du Châtelot ici, ça va nous permettre donc d'obtenir à nouveau de l'électricité. Voilà, puisque l'eau va arriver dans des turbines, c'est de nouveau des turbines qui vont tourner et qui vont donc donner cette électricité. Alors, ça fonctionne comment? Vous avez le barrage qui fait donc qui donne naissance à un réservoir d'eau. Et à partir de là, vous avez une conduite forcée qui va arriver, donc, alors je ne sais pas si je peux enlever ce truc, parce que là, c'est embêtant. Comment je peux faire ça, moi? Donc ça va arriver, en fait, à l'usine. Ça va arriver avec force. Bon, je suis désolée, je ne peux pas vous l'enlever, ce truc. Ah si, moi, je l'ai enlevé. Voilà, c'est bon. Donc, cette eau va arriver avec force sur les turbines et va faire tourner donc ces turbines et créer de l'électricité. Voilà. Donc, on est obligé en fait de creuser à travers la montagne pour avoir un dénivelé suffisant pour pouvoir faire fonctionner ces turbines de façon correcte. Pour ce qui est donc cette fois-ci des usages vis-à-vis de l'industrie. Alors, l'industrie, donc, elle peut demander, en fait, vous voyez, elle peut demander, on l'a vu, refroidir, donc, ça peut être refroidir aussi des machines, pas que des réacteurs. Ça peut intervenir dans des procédés de fabrication, ça peut intervenir quand il s'agit de produire des aliments, par exemple dans l'agroalimentaire.
mais aussi dans l'entretien, le nettoyage de l'usine, des machines, etc. Donc, il faut utiliser de l'eau qui peut être pompée en direct donc, dans la rivière, ou alors qui peut provenir de captage, voilà. Et donc, ces eaux vont arriver à être utilisées dans l'usine. Auparavant, on ne s'affolait pas trop sur l'eau qui ressortait, hein. Et puis, on s'est rendu compte que cette eau qui sortait, souvent, elle était très polluée. Et donc, il y a eu quand même une prise de conscience. Et donc, les établissements industriels doivent maintenant traiter leurs eaux usées avant donc de les rejeter dans la nature. Alors, vous avez des différentes industries. Ici, une industrie du papier. C'est une industrie qui est, elle, très consommatrice en eau à différents stades du process parce qu'il faut réduire, par exemple, des copeaux de bois, de cellulose en pâte à papier. Et tout ça, ça demande beaucoup d'eau. Il faut donc arriver à étendre la pâte à papier de façon à former ce papier futur. Et ici, vous voyez comme c'est bien brillant parce qu'effectivement, c'est encore tout plein d'eau, tout mouillé. Il va falloir sécher tout ça. Donc ça, c'est une industrie qui mange beaucoup d'eau. L'eau, donc, l'eau, c'est bien sûr un bien tout à fait précieux puisque vous voyez que ça intervient à bien des niveaux sur la planète et dans notre vie. Et là, je vais vous parler, en fait, je vais vous parler d'une gestion justement de l'eau qui n'a pas été faite d'une façon on va dire, qui a été faite d'une façon très malheureuse. Il s'agit de la mer d'Aral. On ne peut pas faire n'importe quoi avec quand même cette eau. Donc, c'est en 1960 que la Russie, en fait, a décidé de pomper l'eau dans la mer d'Aral, enfin pas directement dans la mer d'Aral, mais dans des rives, dans des fleuves, l'Amou Daria et puis le Sir Daria, qui alimentaient en fait la mer en eau. Et ils ont comme ça, à partir de cette eau, irrigué des zones qui étaient désertiques de façon à produire du blé et puis du coton. Donc, ça paraissait une très, très bonne idée, effectivement. Ça fonctionnait bien. Sauf que on s'est rendu compte, et puis alors là, les photos satellites sont tout à fait parlantes, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas une si bonne idée que ça, puisque on s'est aperçu que la mer d'Aral, qui est partagée en petite mer d'Aral, on en reparlera, et en grande mer d'Aral, eh bien, on s'est rendu compte que cette mer d'Aral s'est mise à disparaître de façon alarmante. Et vous avez ici ce qui s'est passé, donc vous voyez des photos qui datent jusqu'en 2009. Donc la mer a quasiment, surtout la grande mer d'Aral, celle qui est au sud, donc a quasiment disparu. Donc, cette disparition, bien sûr, a entraîné, comme vous le voyez ici, donc, des catastrophes au niveau de la biodiversité, puisque vous aviez des espèces qui ne vivaient que dans la mer d'Aral, qui ont disparu, faute d'eau, évidemment. Et pour la population, ça n'a pas été tellement plus rigolo. Vous avez des porcs qui ont carrément disparu. Et quand vous allez au bord de la mer d'Aral, vous avez des paysages assez surprenants. Voilà, ici, vous aviez un port, vous aviez de la vie, vous aviez des bateaux qui allaient à la pêche. Et maintenant, vous n'avez plus personne, sauf vous avez des bateaux qui rouillent. Au niveau en ce qui concerne la santé, eh bien, on s'est rendu compte que les populations avaient beaucoup souffert également, notamment, enfin, avaient et souffrent encore,
de ce qu'on appelle l'anémie fériprive, c'est-à-dire qu'en fait, les eaux des cultures ont, dans un premier temps, ruisselé jusqu'à la mer d'Aral, sont revenus par ruissellement ou par infiltration et ont pollué en fait le fond de l'eau. Et dans ces polluants, il y a des métaux lourds, et les métaux lourds donc entraînent justement des problèmes au niveau du sang. Et je crois qu'il y avait une étude qui montrait qu'il y avait à peu près 97% des femmes qui vivaient là autour qui souffraient d'anémie fériprive. Alors, en plus de ça, pour tout arranger, on s'est rendu compte aussi que la population, suite à l'emploi de tous ces pesticides qui se retrouvaient dans ce qui restait de la mer d'Aral, ont souffert de troubles divers et variés, thyroïde, reins, augmentation des cancers du foie, des cancers de la gorge, et puis la mortalité infantile elle-même qui avait augmenté. Alors, 2016, on s'est dit qu'il faut sauver la mer d'Aral. Et donc, il y a eu toute une aide internationale pour aider pour sauver cette mer d'Aral. 2016 et voici maintenant 2020. Donc, vous voyez que si on regarde bien et avec vraiment le désir de voir que ça va mieux, dans cette région-là, puisque là, on avait des, vous voyez, ça apparaît en rouge parce que c'était des eaux saumâtres pleines de sel. Et maintenant, on s'aperçoit que la couleur change, qu'on arrive à retrouver de l'eau qui est plus de l'eau et qu'on va peut-être essayer d'arriver à rejoindre, donc à relier ces petits bouts de reliquats de mer d'Aral du Nord. Pour la mer d'Aral du Sud, c'est vraiment pas gagné du tout, c'est même catastrophique, comme vous voyez, puisque on arrive à l'assèchement qui se poursuit. Alors, en fait, alors quand on dit, vous voyez, le temps est-il, alors déjà en 98, on disait, le temps est-il venu de sauver la mer d'Aral? Bon, donc il y a eu des projets et on a fait effectivement un barrage entre la mer d'Aral du Nord, la petite mer d'Aral et la grande mer d'Aral pour essayer de faire remonter donc le niveau dans la petite mer. Et donc ce barrage a été construit en fait en 2005. Voilà. Avec donc un résultat qui a fait quand même qui était meilleur, qui était bon, pas trop mauvais on va dire, puisque au niveau de la petite mer, on s'est rendu compte que finalement, la population halieutique, n'est-ce pas, la population de poissons avait pu croître à nouveau. Donc, on a eu des villages qui sont repeuplés puisqu'il y avait une activité économique possible. Et donc, la pêche a repris, la pêche a pu reprendre. Des zones donc un peu marécageuses, humides, ont pu même devenir des zones qui sont remarquables au niveau de la protection de la faune au niveau mondial. Donc ça, c'est quand même encourageant. Et donc, on l'a bien compris, la santé passe par l'eau. Je voudrais faire un petit retour donc en arrière pour vous montrer en fait, voilà, vous voyez quand on passe en photo satellite, on s'aperçoit que le fond de la mer d'Aral est très blanc. Et en fait, c'est parce qu'à partir du désert, on a eu donc, à partir des eaux d'irrigation, on a eu donc de l'eau dans un premier temps qui est arrivée, mais qui a ramené en fait du sel à partir du désert, et lorsque du sel et des produits polluants. Et donc, lorsque vous avez eu
cet assèchement qui s'est produit petit à petit, eh bien, vous êtes arrivé en fait à obtenir un désert. Ça s'appelle, ils ont donné d'ailleurs le nom de désert, un désert de sel. Et lorsque vous avez donc du vent qui souffle là-dessus, eh bien, ça vous arrache des particules de sel polluées et ça vous pollue donc à des centaines de kilomètres, ça vous pollue les terres autour. Et donc, c'est pour ça que vous avez aussi ces maladies, comme dont je vous ai parlé, qui sont apparues tout à l'heure. Mais on a retrouvé donc, ces poussières jusque dans les déserts pardon, de l'Altaï. Donc, c'est pour dire que la pollution, elle peut voyager loin et que c'est quand même assez catastrophique, donc, ce qui est en train de se passer à cause de cette mauvaise gestion donc, de l'eau. Donc, l'eau passe voilà, par la santé. Je pense que là, on en a malheureusement un exemple très parlant en négatif. Et donc, on va parler cette fois-ci un peu plus de l'eau potable. Donc, cette eau potable, tout le monde n'y a pas accès. Et vous voyez qu'il y a encore des pays où les gens n'ont pas tous accès à cette eau potable qui est garante d'une bonne santé. Et il y a des pays même, donc ça concerne, vous voyez, surtout le continent africain, mais pas que. Et en fait, vous avez même des pays où on n'a pas vraiment de données, où on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc évidemment, ça, c'est pas bon du tout pour les gens qui vivent là. Dans nos pays, donc en fait, dans les pays développés, on bénéficie de zones de captage d'eau. Ces zones pour notre consommation d'eau potable. Donc, ces zones de captage, en fait, vont être protégées, c'est-à-dire qu'on va déterminer des périmètres où, par exemple, on ne va absolument pas cultiver, d'autres périmètres où on va protéger, tout ça c'est pour protéger bien sûr la nappe souterraine où on capte l'eau. Donc d'autres zones un peu plus éloignées où on pense qu'on peut mettre une agriculture qui n'est pas trop polluante et peut-être un peu plus polluante, un peu plus loin. Mais enfin, donc on va établir comme ça des zones pour permettre effectivement d'avoir une eau de plutôt bonne qualité au captage. Donc, 25% de l'eau prélevée en ville, dans nos fleuves, serait utilisée donc, pour alimenter les villes. Alors, un fleuve, hein, vous voyez, ça peut par exemple, aussi être à l'origine donc de l'eau potable de pas mal de villes. Et si on regarde certaines cartes, on s'aperçoit en fait que on n'est pas franchement tous égaux quant au pourcentage donc, de pollution, de population qui sont alimentées par une eau de bonne qualité, notamment en ce qui concerne donc le côté microbien. Hein. Donc, je vais un petit peu agrandir. Vous avez des zones, vous voyez, où vous avez quand même des problèmes, où vous avez là, par exemple, moins de 80%. Vous voyez, vous avez des zones qui sont un petit peu plus délicates, où il y a eu des petits problèmes quand même de pollution biologique dans les eaux. Donc, on ne peut quand même pas dire que c'est catastrophique à travers la France. Hein. On voit plutôt que ça va quand même bien. Donc, tout ceci, ça nécessite évidemment de faire des traitements quand on a prélevé. Voilà, par exemple, ce qui se passe ici à Montpellier, où vous avez donc de l'eau qui va être prélevée sur une source ici, vous voyez.
à partir d'une source. Donc, cette source va être captée. L'eau va être traitée, donc de façon à la rendre potable. Elle va être stockée dans des réservoirs. Elle va être ensuite distribuée à travers la ville. Et évidemment, quand elle va ressortir de là, elle sera polluée, ce qui nécessite ensuite de faire un passage dans les stations d'épuration et donc de faire un traitement des eaux usées. Alors, ce traitement, il est bon, mais pas à 100% parfait. Et vous voyez qu'on prend des précautions quand même, puisque là, l'eau de Montpellier est rejetée dans la mer, mais à 12 km quand même des côtes. Vous avez peut-être déjà vu ces stations d'épuration avec des bassins, avec de l'eau qui est agitée. Et ça fonctionne comme ça, en fait, une station d'épuration. Donc, ça récupère l'eau qui vient de la voirie, qui vient des égouts, qui vient de nos maisons, de nos usines, etc. Et ça va subir, dans un premier temps, donc, un passage sur une grille qui va trier les plus gros déchets. Donc, ces plus gros déchets vont être mis dans des centres d'enfouissement. Et ça va déjà permettre d'épurer un peu l'eau. Cette eau qui a déjà été épurée, on va la retrouver dans un deuxième bassin. Et dans ce bassin, là, au contraire, on va laisser une eau la plus calme possible parce qu'on va donc permettre en fait aux graisses de remonter à la surface et au sable, aux poussières de tomber au fond. Donc, c'est un bassin en fait de décantation. On va récupérer l'eau qui se situe donc en partie intermédiaire et on va à ce moment-là injecter dans ce troisième bassin de l'air pour pouvoir faire vivre des bactéries qui vont donc attaquer, transformer la matière organique qui pourrait se trouver dans cette eau et donc la transformer en sels minéraux. Et à partir de là, mais en faisant de nouveau une décantation, on ne va pas rejeter, en faisant quand même quelques contrôles, on va pouvoir rejeter donc cette eau qui a été purifiée. Donc, il y a différents moyens ensuite d'utiliser ce qui provient de ce process. Donc, malheureusement, il y a des produits qui sont mis dans des centres d'enfouissement. Il y en a qui sont détruits, par exemple, en les brûlant. Il y en a qui peuvent retourner, par exemple, dans le bâtiment, hein, les sables, les graviers. Quant aux boues, soit elles sont incinérées si elles sont trop polluées, soit elles peuvent partir sur des terres agricoles, mais on oublie un petit peu ça, on a tendance à oublier un petit peu ça maintenant parce qu'on se rend compte que quand même ça peut polluer les sols. Donc ça, c'est valable pour l'assainissement collectif, mais si vous êtes loin, si vous êtes dans un endroit écarté, à l'écart, l'assainissement qui est personnel, un assainissement non collectif, donc chez vous. Il semblerait qu'à peu près donc 12 millions de Français en soient équipés à l'heure actuelle. Donc, ça demande d'avoir des systèmes qui récoltent les eaux usées, qui permettent ensuite de faire décanter ces eaux et ensuite de les faire circuler dans des systèmes de filtres avant donc de les rejeter dans la nature. Donc, ces filtres, ça peut être des graviers, du sable. Vous voyez ici une installation en cours. Et ça peut être complété par le fait d'avoir des roseaux donc, qui vont être plantés et qui vont permettre donc de reprendre les substances qui sont toxiques. Ensuite, il faudra bien sûr traiter ces roseaux de façon à ne pas remettre les produits polluants dans la nature. Donc, vous avez différents systèmes qui fonctionnent comme ça en non collectif. Voilà. Donc, une petite blague
hein, voilà. C'est la revanche des roseaux sur le chêne, puisque on travaille, hein, à améliorer les choses. À savoir, c'est que quand même cet assainissement, ce n'est pas gratuit, qu'il soit collectif ou pas. On compte à peu près 400 € vous voyez, par foyer par an. Donc, voilà. Alors, vous avez sans doute entendu parler aussi, vous avez sans doute entendu déjà ça, il faut se méfier de l'eau qui dort. Oui, peut-être, mais il faut aussi se méfier de l'eau quand elle ne dort pas. Et voilà des images que vous avez pu voir déjà, hélas, il y a quelques mois, dans la vallée de la Tinée, où on voit bien que là, quand une eau ne dort pas, qu'elle est même en crue furieuse, eh bien, elle peut occasionner des dégâts tout à fait impressionnants, voire la mort de personnes. Et donc là aussi, tout ça, ça demande qu'on gère l'eau, mais je vais dire aussi les paysages autour, de façon à éviter le plus possible donc, ces catastrophes. Et il faut évidemment se préoccuper du fait qu'une rivière est là un lit mineur, c'est le lit qu'elle occupe habituellement quand tout va bien, quand il ne pleut pas trop, mais elle peut aussi, quand la nature se fâche, après de fortes précipitations, un gros orage, etc., elle peut entrer dans un lit majeur, elle peut entrer en crue. Et à ce moment-là, évidemment, on s'est rendu compte à différentes reprises que ce n'était pas une très bonne chose que de laisser les gens construire donc, dans ces lits majeurs des rivières. Malheureusement, ça existe et c'est là que ça fait beaucoup de mal. On s'est dit qu'on pouvait peut-être agir sur ces crues pour essayer donc de protéger les villages. Mais alors donc au début, on s'est dit, ben, il n'y a pas de lézard. Hein. Pour protéger un village, il faut faire une digue. Donc on a beaucoup encastré des rivières, des fleuves entre des digues en béton. Seulement, voilà, on s'est rendu compte après que certes, le village qui était ici était protégé derrière sa digue, mais qu'ensuite, quand on partait vers l'aval, eh bien, ça pouvait être encore pire. Ce n'était pas forcément une bonne idée, puisqu'après, l'eau était accélérée et les inondations étaient encore plus graves ensuite, donc en aval. Alors, on est arrivé à chercher d'autres solutions. D'autres solutions, c'est par exemple de creuser des bassins de rétention d'eau en cas de crue. Donc, ça écrète les crues. Ça évite que tout ruisselle d'un seul coup. Vous avez peut-être le souvenir d'avoir vu des travaux, justement, qui ont été pratiqués dans le pays de Montbéliard. Vous avez ici, donc, ce qui se passe au niveau de Montbéliard, Courcelles et même Bar. Donc, sur Montbéliard, on laisse en fait déborder l'Allan derrière la banane pour ceux qui connaissent ce grand immeuble. Effectivement, là, on a des zones qui sont pas construites et donc ce n'est pas très grave si l'Allan va déborder dans ces zones. Et cette eau même, on a fait en sorte qu'elle puisse aussi arriver dans le canal, en partie haute, on va dire, du cours, près de la banane. Donc, il y a un déversoir qui va prendre cette eau, l'emmener dans le canal. Donc, ça aussi, ça va écrêter un petit peu la crue. Et puis, au pont de Courcelles, entre Sainte-Suzanne et Bar, eh bien, vous avez cette eau qui va être relarguée du côté donc depuis le canal jusque dans la plaine de l'Allan, dans la vallée de l'Allan, et qui va pouvoir en fait s'étendre sur Bar. Alors, vous savez que Bar est donc une zone très inondable. Voilà, Bar ici. Hein. Donc, c'est une zone qui inondait assez souvent. Et donc, on a
créer une digue de façon à empêcher ces crues de se produire. Donc maintenant, en fait, on a une extension des crues qui sont en fait dans les prairies qui sont derrière la digue. Donc voilà des façons de jouer pour éviter, donc pour limiter les crues. Mais vous avez des personnes aussi qui se sont dit qu'on avait beaucoup bétonné les villes et qu'en fait, dans les villes, il faudrait vraiment pouvoir créer des zones d'infiltration. Donc, on a créé différents types, vous voyez, de zones d'infiltration, donc des rivières sèches, où l'eau peut effectivement être un petit peu canalisée, peut un peu s'infiltrer. Vous avez aussi des zones qui sont un petit peu en creux, où l'eau peut venir se ramasser et ensuite s'infiltrer. Donc, c'est autant qu'il ne ruisselle pas et qu'il ne part pas trop vite dans les rivières ensuite. Voilà, donc on peut créer comme ça des bassins d'infiltration. Et on peut créer, ce qui existe d'ailleurs déjà dans la campagne avant, des noues, c'est-à-dire en fait des fossés. Pareil, c'est l'idée de créer des creux où l'eau va pouvoir venir se ramasser et puis ensuite s'infiltrer doucement. Vous avez des revêtements aussi qui ont été créés, qui sont poreux et puis qui peuvent laisser donc passer l'eau tout en étant utiles au passage des piétons ou des voitures. Un truc aussi, c'est alors au niveau de l'agriculture, notamment dans le sud du pays, vous aviez beaucoup de cultures en terrasse. Et ces cultures en terrasse, donc, elles demandaient évidemment beaucoup d'entretien. Et parfois, ces cultures en terrasse, vu la déprise agricole, ont été abandonnées, se sont éboulées. Vous voyez, en voilà une ici qui est dans un état où il reste pas grand-chose pour retenir la terre. L'intérêt de ces cultures en terrasse, ben, c'est justement de ralentir le ruissellement. Ça permet au contraire au sol d'absorber l'eau. Donc après, vous avez beaucoup moins d'eau qui va arriver dans les rivières et dans les ruisseaux rapidement. Donc vous écrêtez là aussi la crue avec ces systèmes-là. Mais évidemment, ces systèmes donc de terrasses ne sont pas très propices à l'utilisation des engins agricoles modernes. Donc, dans pas mal d'endroits, on a pensé que c'était plus profitable d'arraser les terrasses et puis d'avoir des surfaces où on peut travailler avec des engins agricoles. Bon, malheureusement, on s'est rendu compte que finalement, ça amenait aussi non seulement un ruissellement rapide et donc une montée d'eau rapide dans les rivières et dans les ruisseaux, mais en plus, eh bien, on détruisait les sols. C'est ce qu'on avait un petit peu dit déjà la semaine dernière. Donc après, il faut remédier à tout ça parce qu'il y a des glissements de terrain, donc ça ne se fait pas de la façon la plus simple. Et bien sûr, tout ça, ça coûte cher aussi. Alors voilà, si vous êtes toujours là, chers auditeurs, vous devez commencer à vous demander quand est-ce que ça va finir. Eh bien, on arrive bientôt au bout parce que avec l'eau, il y aurait encore énormément de choses à dire. Bon, c'est vrai, on a parlé en introduction la signification spirituelle de l'eau. Donc, il nous en a parlé au niveau donc, de notre religion à nous, mais dans d'autres religions, ça serait aussi bien de pouvoir explorer. Mais enfin, on n'a pas le temps ici. Bon, le pape, bien sûr, nous parle de cette détérioration de l'environnement, y compris bien sûr de l'eau. Et c'est pareil, il faudrait pouvoir consacrer un long chapitre, si on peut dire, à tout ce qui se passe au niveau de la pollution de l'eau et aussi de la dépollution. Je n'ai pas non plus insisté sur justement ce déséquilibre qu'il y avait entre des pays qui pouvaient offrir de l'eau potable à la majorité de ces
de ses habitants et d'autres pays où, au contraire, c'est bien difficile. Donc ça, c'est pareil, ça demanderait beaucoup de temps, mais c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Et quand on regarde en plus les régions qui sont en fait à risque de pénurie d'eau, eh bien, on se rend compte que ce sont aussi souvent des régions où il y a beaucoup d'instabilité. Et il y a aussi des conflits qui sont générés par le désir de posséder l'eau. Hein. Et on voit bien que donc, en Afrique, il y a beaucoup d'instabilité. Ça peut être lié en partie à cela, aussi aux richesses qu'il y a dans le sous-sol. Vous avez la Chine qui cherche à mettre la main sur le Tibet, parce que le Tibet, c'est le réservoir d'eau de la Chine, donc il ne s'agit pas de se faire prendre l'eau. Donc, il y a beaucoup de régions comme ça. Hein, quand vous pensez aussi à l'État hébreu, à l'État palestinien, et c'est une guerre également qui se fait aussi. Il y a aussi des enjeux autour de l'eau. Quand vous pensez, par exemple, à des pays qui sont assez secs parfois, bon, comme au niveau du Mexique, au niveau, bon, ben, vous connaissez aussi tous les problèmes qu'il y a, enfin, avec les États-Unis. Donc ça mériterait bien sûr encore des développements, mais leur tourne. Vous avez déjà été vraiment très, très patient. Et il y a quelques remèdes, il y a des remèdes possibles à tout ça. Ce serait évidemment il faut repenser l'utilisation de l'eau dans les villes, il faut repenser à la gestion des forêts, il faut repenser à la gestion des sols agricoles, il faut repenser à nos propres habitudes à nous. C'est aussi à nous d'agir, bien que voilà, on a une possibilité aussi d'agir sur l'économie de l'eau, sur la pollution de l'eau. Et voilà, vous êtes libre, c'est fini. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence, pour cette bel exposé, nourrissant, riche et inspirant. Et je pense que nos frères et sœurs qui sont branchés ont beaucoup apprécié. Certainement qu'ils ont noté des questions, mais d'avance, je voudrais présenter les excuses de Géraldine, de Karine, Madame Chapré, et puis de Catherine Cathy Ngo, qui ont démarré avec nous. Mais comme c'est la période de l'école, elles sont avec les enfants pour la répétition. Donc, elles m'ont dit de vous présenter leurs excuses et qu'elles vont suivre le replay avec beaucoup d'intérêt. Merci à nos frères et sœurs de Belfort. Il y a Martine et Claude Laplace et Freddy et Marie-Jo Raucher qui sont branchés, qui ont suivi avec nous. Donc, merci et on va vous laisser la parole. Et surtout, Laurence, tu nous as vraiment nourris. Et il y a un aspect que je n'ai pas vu, peut-être que tu l'as présenté, tu l'as évoqué, c'est la pêche. Hein, Alors, je l'ai survolé avec le problème de la mer d'Aral, mais effectivement, oui, ça, ce serait pour moi presque quelque chose qui serait plus à traiter si un jour on parle de la biodiversité, de la gestion des stocks, etc. Ouais. Oui. Bon, justement parce que nos amis de Belfort, je sais qu'il y en a qui sont de l'association de la pêche et sans doute que cette présentation, cet exposé a suscité… Hein, je vais laisser la parole, je laisse la parole. Le principe, c'est d'ouvrir votre micro ou bien tout en bas à droite, réaction, vous levez la main. Hein, bon, voilà, donc nous laissons la parole.
hein, et pour les questions, Laurence vous attend. Merci. C'est totalement interactif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui peut répondre aux questions, hein. On est bien Sûr. d'accord. On a fait là un survol assez rapide et en fait, voilà, je ne suis pas non plus la grande spécialiste de l'eau. Bonjour. Marie-Jo. Non, mais il y a l'aspect biblique qui a été évoqué. L'eau qui sauve, c'est cette eau aussi qui devient objet de punition, on l'a vu. Et puis, la purification et avec le baptême pour nous chrétiens catholiques. Je laisse la parole. Marie-Jo, oui. Marie-Jo demande la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai pris en retard, mais est-ce que vous avez rappelé certainement que nous nous sommes faits de plus de 90%, même plus que ça, d'eau dans 60. notre corps? On n'est pas des méduses. 60. Et donc, on est, comme disait le pape François, extrêmement liés les uns aux autres. Et que l'eau que nous avons, cette eau-là est une masse immuable qui ne va pas changer avec l'augmentation de la population mondiale. Donc effectivement, merci beaucoup pour votre exposé qui a dû vous demander un travail considérable, qui est vraiment très très bien. J'ai vraiment pensé aux gens qui font du télétravail à la maison. Oui. Vous voyez, par exemple, voilà une là qui vient un peu m'embêter. C'est ma chienne. Mais oui. Sylvie, oui. Mais vous avez raison avec le problème de l'augmentation de la population. Ça a été évoqué d'ailleurs au jeudi de la semaine dernière. Et donc, oui, on vit sur un vaisseau spatial, la Terre, et ce vaisseau spatial, il a des ressources qui sont limitées, évidemment. Comme vous le disiez, et si on continue de croître et multiplier, ça pose des problèmes. Comme vous le disiez, l'alimentation va jouer un grand rôle aussi sur la répartition de l'eau, parce que les agriculteurs sont quand même des consommateurs importants d'eau, et si nous continuons de consommer autant que nous consommons, ils seront obligés de répondre à notre demande. Voilà, donc je pense que tout ça est lié. C'est extrêmement intéressant, le problème de l'eau. Merci beaucoup de l'avoir abordé. Merci, merci Marie. Un plaisir de vous avoir comme auditrice. Attentive. Et Michel veut intervenir. Je suis. Il est endormi par tout ça. Non, enfin, abasourdi non plus, c'est pas vrai. Ah. Bon, à Bavant, on a une chance inouïe. On a des fontaines qui crachent l'eau et que personne n'utilise. Donc, on est vraiment dans des zones hyper favorisées. Personne ne capte l'eau des fontaines de Bavant qui s'en vont directement au Doubs. Bon, pour ralentir l'arrivée de l'eau dans les fleuves, dans le Midi, il y a l'obligation à la construction d'avoir des réservoirs dont le volume est calculé en fonction de la surface de la toiture de la maison. Donc, mon fils Samuel à Toulouse, il a une réserve de 4000 litres qui est obligatoire pour ralentir l'eau de pluie et qu'elle n'aille pas directement dans les rivières. Oui, je crois qu'on a pris conscience effectivement de tout le bétonnage, enfin je ne sais pas si c'est le mot, mais de toute l'imperméabilisation des sols qu'on produit. Et mon père, qui a 95 ans, nous disait depuis un bon moment déjà que les crues étaient devenues beaucoup plus rapides qu'elles n'étaient auparavant. Et il disait, c'est pas étonnant avec tout ce qu'on a goudronné, bétonné, etc. Et moi, je lui disais, non, quand même, c'est epsilonien par rapport au reste. Mais en fait, il avait raison.
Et ce que tu dis, c'est vraiment intéressant, Michel, parce qu'effectivement, ça montre qu'on a pris conscience quand même qu'il faut ralentir un retour trop direct, quoi, trop rapide vers les fleuves, vers les rivières. Alors, à Bavant, on a été égoïstement content que la commune ou la communauté de communes manque d'argent, parce qu'il y avait obligation de séparer les eaux grises des eaux de pluie. Et en fait, il n'y a jamais eu les canalisations dans la rue pour effectivement récolter les eaux de pluie qui, en théorie, pouvaient directement aller au Doubs, des eaux grises qui devaient passer par les stations d'épuration. Donc, c'est quand même choquant qu'aujourd'hui, on continue de mélanger tout, d'engorger les stations d'épuration qui, en cas de gros débit, eh ben, on ouvre les vannes et le gris et la flotte, tout ça, ça part au Doubs. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui. Oui, ça Donc, c'est effectivement… égoïstement, ça nous a économisé chacun un double réseau, mais ce n'est pas sérieux. C'est pas très bon. Mais si je peux me permettre, Père Séverin parlait de pêcheurs. Oui, effectivement, on fait partie d'une association de pêche, notamment sur le Doubs et le Dessoubre. Et non seulement on parle de volume d'eau, mais surtout de qualité de l'eau. Hein. Et ça, la région, avant, était réputée comme étant une région extrêmement… qui avait une eau de très haute qualité. Et les poissons, on a des photos de poissons qui meurent. Et bon, on ne veut pas tout mettre sur le dos des agriculteurs, mais il y a l'épandage à répétition à cause du… C'est vrai que le fromage, moi je l'adore, mais je veux dire, le volume est de plus en plus important et donc l'infiltration des épandages et des nitrites. Et tout Du ça, lisier, voilà, des nitrates, des… ça passe dans la rivière, des sources de mort pour la vie de la rivière. Donc, c'est pas ça. Le volume, c'est aussi la qualité. Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais ça pourrait presque faire aussi l'objet d'un sujet pour un jeudi d'une soirée de la Saint-Michel. Et vous pourriez être très bien placé justement pour nous animer une petite soirée sur ce sujet. La demande est faite, hein, Marie-Jo. La demande est faite parce que vu que notre région est concernée par cette question et que moi, je vois plusieurs personnes qui font la pêche, hein. Donc, je pense que ça peut faire l'objet d'une soirée. Si tu veux bien nous consacrer du temps. Oui, mais bon, ça j'ai ça en projet pour l'année prochaine pour une autre association, donc c'est pas du tout sur pied encore. Hein. Oui, mais comme ça, on pourra au moins en bénéficier un jour, c'est bien. Oui, c'est ça. Monsieur Marc Berceau, qui a un très joli arrière-fond, là, a dit que oui, le Dessoubre était une des plus belles rivières, sinon de France, mais même d'Europe, hein, même du monde, quelquefois, a été réputée. Hein. Oui. Ça a bien changé. Ça attirait des pêcheurs de partout. Arrière-plan naturel ou… Oui, il est en Martinique. Non, mais c'est vrai ou pas? Non, je suis à Vougeaucourt, au bord du Doubs, enfin pas loin du Doubs. La prochaine fois, tu nous mettras une photo du Doubs. Voilà. Mais moi, ce n'est pas moi, c'est mon clone. Hein. Un autre sujet. Un autre sujet. Donc, la fille qui avait osé dire que les viticulteurs du Bordelais intoxiquaient les enfants et les sols et tout, elle s'est fait débouter par le tribunal de Bordeaux il y a 3-4 jours. Hein. Il y a des lobbies tellement importants. Oui. Bon, côté plus optimiste, il y a quand même des groupements d'agriculteurs en Bretagne qui ont décidé de
d'indexer les engrais qui s'autorisaient au taux de nitrate dans les eaux et qui ont drastiquement réduit et qui ont réussi à ramener le taux de nitrate dans les eaux au taux admissible. Oui, tout ça, c'est en relation avec le sujet de la pollution de l'eau. Oui. Et ça pourrait être effectivement un sujet aussi qui pourrait être traité, hein, tout à fait, parce que c'est comme je vous ai dit à la fin, quoi, il y a des sujets qui sont tellement vastes avec des exemples négatifs, mais aussi des exemples qui sont positifs. Et donc, effectivement, ça pourrait faire l'objet d'une soirée, hein. Oui, il y a des jeunes agriculteurs qui réfléchissent beaucoup là-dessus aussi, hein, comme vous Oui, dites. parce qu'on a fini par comprendre, par voir un peu où on arrivait. Parlons des plages avec les algues vertes en Bretagne, etc. etc. Mais bon, il n'y a pas que là, hein, je veux dire, il y a des problèmes partout, hein. L'eutrophisation des rivières, vous devez connaître ça aussi, les pêcheurs, hein, voilà. Excusez-moi, j'ai ma chienne qui a de très mauvaises habitudes et tant que je ne vais pas donner son nonos en dessert, elle va me casser les pieds. Donc, elle va même me débrancher peut-être. Donc, j'obéis à mon chien. Excusez-moi, mais on aura la pluie. Bon, je pense que cet exposé, cette conférence de Laurence nous a encore éveillé sur la conscience de tout est lié, hein, sur notre action, sur la planète et notre relation par rapport aux autres éléments de la création. Donc, nous lui disons merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, hein, en tout cas, d'être là et d'être participant. Excusez-nous d'avoir pris de votre temps. C'était prévu pour 18 à 19h, il est 19h30. Nous vous remercions. Le prochain rendez-vous, c'est autour du feu. Nous allons continuer notre réflexion jeudi prochain, hein, avec le feu. C'est-à-dire l'énergie, en fait. Et l'énergie. Et si vous avez le temps, je n'ai pas les références en tête, mais je pense qu'on peut ouvrir cette séance avec cette parole du Christ où il dit « Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix, mais le feu. » Hein, donc, il annonce cela je pense, dans l'évangile de Luc. Ça peut faire l'objet de l'ouverture de la soirée de jeudi prochain. Et on le voit d'ailleurs dimanche prochain en train de chasser les gens du temple de fouet. Donc, Oui. on voit comment le feu l'anime, hein. Le feu Oui. Donc, ça peut être… Oui, Marie-Jo? Juste encore une question à Père Séverin. À un Oui. moment donné, on dit que du côté du cœur du Christ est sorti pas seulement du sang, mais du sang et de l'eau. De l'eau. Pourquoi Ouais. on rajoute et de l'eau? Oui, du Alors sang. moi, je fais le parallèle avec l'accouchement, où au moment de l'accouchement, effectivement, il y a du sang et de l'eau. Oui, et justement, cette eau nous rappelle l'eau du baptême qui nous a sauvés. Hein, donc, il dit le baptême qui nous a sauvés, c'est justement le sang qu'il a versé pour nous et que nous continuons encore de perpétuer avec l'eau du baptême. Et de ce cœur, cette eau annonce aussi la naissance de l'Église. Dans l'Apocalypse, on nous montre vraiment Dieu comme la source de cette eau qui vient nous purifier pour nous introduire dans la Jérusalem céleste. Donc, le Christ comme l'alpha et l'oméga, le début et la fin de l'histoire, eh bien, incarne vraiment cela dans la vie de l'Église. Et nous allons encore le revivre dans le Triduum pascal. Et merci pour cette conférence qui nous met en appétit vraiment de revivre des temps nouveaux, une nouvelle Pentecôte. Voilà, le sang et l'eau jaillit du cœur du Christ. C'est pour la vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés et que nous accueillons avec joie, hein, que nous sommes appelés à perpétuer. Merci. Oui. Je suis un hérétique, mais ce n'est pas possible que ce soit de l'eau
qui est coulée du cœur de Jésus. C'est peut-être de la lymphe, mais Oui, ce je n'est pensais pas comme de toi. l'eau, ce n'est pas possible. Il faut arrêter d'accrocher à tout prix des symboles à des fausses réalités. Oui, je pense que là, nous sommes sur un terrain de la foi. Et si l'Église, si l'Écriture, c'est même pas l'Église, c'est dans l'évangile de Saint Jean, hein, il faudrait retravailler. Ça peut être l'objet d'un jeudi de la Saint-Michel, hein, ce que vous appelez la lymphe. Vous, les scientifiques, nous recevons l'Écriture et nous l'interprétons dans sa réalité. Donc, ça peut faire l'objet d'un entretien. La lymphe, ce n'est rien d'autre que du De sang l'eau. sur un globule rouge. Oui, c'est de l'eau avec des sels minéraux, ça appartient au sang. Moi, j'aurais envie de vous mettre d'accord en vous disant qu'en fait, les deux interprétations sont intéressantes parce que il y a le côté effectivement, comment dire, physique, scientifique, comme Michel l'a dit, et après, à partir de ce côté physique et scientifique, effectivement, on peut trouver une interprétation symbolique. Et pourquoi refuser l'une et pourquoi refuser l'autre? En fait, les deux interprétations se marient et se complètent très bien. Oui, mais je pense que le souci de fidélité à la tradition, hein, moi, je suis pour la fidélité à la tradition. Et la question que Michel évoque, heureusement que nous sommes avec des médecins, hein, donc Freddy et Marie-Jo, elle est médecin, son mari est cardiologue, c'est le chef du service de cardiologie de Belfort. Donc, c'est bien que ce soit le cœur qui soit évoqué et il pourra nous instruire longuement là-dessus. Mais je retiens que là, nous sommes dans un contexte précis et l'interprétation que l'Église catholique donne de ce moment, hein, qui est unique pour nous, où le Christ a reçu ce coup de lance et de l'eau et le sang ont jailli. On le proclame encore aujourd'hui et c'est célébré solennellement la solennité du Sacré-Cœur. Bon, voilà, donc cette interprétation qui est celle de l'Église, eh bien, c'est ce que nous avons appris et il n'est pas exclu qu'on puisse compléter et avoir d'autres interprétations, mais que Michel ne se déclare pas hérétique parce que se déclarer hérétique, hein, bon, voilà, il y a trop de choses comme ça dans la Bible qui sont trop loin de la réalité, sur lesquelles on s'accroche mordicus et qui sont des contresens pour les non-chrétiens. Non. Je pense que le discours symbolique est une réalité dans toutes les traditions. Même chez les non-chrétiens, il y a aussi des symboles qui sont proposés et qui sont donnés à recevoir comme tels. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut pouvoir entrer dans l'esprit de la tradition qui est la nôtre. Et non pas se dire, je suis choqué parce que même, vous voyez nos jeunes, moi j'ai cherché les scouts parce qu'on reçoit nos frères, leurs amis musulmans. Bon, il y a des parties du discours chrétien catholique qu'il ne faut pas tenir. Dieu, notre Père, là, ça. Ah non, mais quand même, je pense que tout en respectant les autres dans leur identité, dans ce qu'ils sont, et avec ce qu'ils ont, nous ne devons pas avoir honte, il n'y aura pas de scrupules. Hein? Donc, il y a le sens original, il y a le sens symbolique et que nous devons nous efforcer à connaître des réalités. Si c'est vraiment la lèvre, comme vous le dites, moi, je ne suis pas cardiologue, je ne suis pas scientifique, eh bien, je laisserai la parole aux scientifiques pour nous instruire. Et puis, Laurence l'a dit que c'est la lèvre. On peut simplifier en disant que simplement ils ont transpercé parce qu'ils voulaient voir s'il était mort, point barre, oui. c'est tout. Voilà. Pour lui donner le coup de grâce.
Voilà, Et pour puis, être et sûr. puis, Voilà. et puis, même ce coup de grâce qu'ils ont donné, ça fait partie de l'accomplissement de l'Écriture. C'était annoncé chez Isaïe déjà, dans l'Ancien Testament. Et donc, nous sommes dans l'accomplissement de l'Écriture. En fait, vous avez raison tous les deux, parce que la lymphe, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est effectivement à base d'eau. Oui, tu l'as dit, c'est de l'eau sans les globules rouges, et c'est de l'eau qui transporte différentes molécules qui sont nécessaires à notre vie. Et moi, je trouve que c'est un véritable enrichissement d'avoir les deux choses, de dire oui, c'est naturel que du sang et de la lymphe soient sortis. Et après, je trouve que c'est très bien aussi d'utiliser ça comme un symbole. Et je Voilà, pense c'est un enrichissement Laurence, d'avoir les deux côtés. Laurence, je pense que il ne faut pas s'asseoir sur deux chaises. Donc, moi, Ah non, mais je cite l'Écriture. Je cite l'Écriture, j'ai mes sources. Et le problème de Michel, il dit ne fatiguez pas les gens. La Bible fait des symboles qui fatiguent. Non, mais justement, ça fatigue parce que vous n'avez pas cette culture biblique. C'est tout. Alors, ce jeudi de la Saint-Michel, c'est fait aussi pour nous faire entrer dans les symboles et comprendre nos propres réalités. Alors, oui, mais si j'ai bien compris Michel, je pense que ce que Michel a voulu dire, c'est que pour des esprits qui sont moins portés vers le merveilleux à notre époque, plus portés sur des faits établis, ça peut, si on va un peu trop loin ou si on n'explique pas qu'on n'est pas dupe, qu'on sait bien ce que c'est à la base, ça peut laisser des gens à la porte à dire oui, non, mais Laurence, moi, c'est ça, je pense, la pensée de Michel. Tout à fait, merci Laurent. J'ai appris que dans le monde occidental, il y a des courants de pensée. Vous avez les empiristes, vous avez les idéalistes, vous avez les rationalistes. Il y a des courants de pensée et il n'est pas exclu de faire croiser ces courants de pensée-là. Oui, Ouais, moi, je pense que si le discours biblique pose problème, c'est parce que quelque part, il y a une ignorance à combler, un vide à combler, parce que vous, en termes d'herméneutique, d'interprétation, l'herméneutique, c'est une donnée scientifique, c'est une science enfin, je vois que le feu couve. Ah oui, oui, mais là, nous sommes sur un terrain vraiment scientifique. Alors, il faut que chaque domaine… Oui, oui, mais je ne peux pas accepter, en tout cas. Donc, ouvrons le débat. Et justement, moi, j'ai dit tout à l'heure que cette pièce peut constituer un élément de causerie, de rencontre. Les jeudis de la Saint-Michel sont faits pour ça. Donc, moi, je suis content que Michel nous donne l'opportunité de revenir sur cette question un autre jeudi. Voilà. Tu vois, c'est incroyable parce qu'on est parti presque pour faire des jardins partagés et puis maintenant pour revoir un petit peu tout le côté merveilleux et symbolique des Écritures qui peuvent effectivement parfois ne plus parler à nos contemporains. Donc voilà deux sujets là qui sont vraiment… on est bien parti là. Mais on a faim aussi. On a faim maintenant. Laurence, donc, on va peut-être arrêter. Ça ne parle plus à nos contemporains parce que quelque part, il y a eu un déficit au niveau de la catéchèse, au niveau de la formation. Mais ça moi, j'aimerais bien qu'on en parle plus tard et qu'on aille manger maintenant. J'ai faim, moi. Moi, je pense que c'est une question. La formation est nécessaire. Nous devons nous former pour nous transformer et transformer aussi notre environnement. Oui, parce qu'on est déjà dedans. Mais ceux qui sont en dehors… Ceux qui sont en dehors, il faut trouver des moyens pour pouvoir les y conduire. Donc, ce sera un prochain sujet, une prochaine soirée des jeudis. D'accord? Michel, merci. Oui, Michel. Michel a été toujours… ça booste, hein? Ça booste. Ah oui. Bon. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. On laisse la parole à Michel. Michel veut parler. Non, ce n'est pas très positif. Je dis attention à l'extrémisme et au fondamentalisme catholique. Moi, je ne suis pas fondamentaliste, Michel, tu me connais. Je suis tellement ouvert
Mais je dis, je pars quand même de l'élément premier. Qu'est-ce que le test dit? Alors, à partir de là, je vois les études qui ont été faites et après, qu'est-ce que moi je peux proposer aujourd'hui? Ça, c'est la démarche épistémologique et basique. Donc, n'ayons pas de réactions épidermiques en face de Je crois que vous ne comprenez pas parce que vous parlez de sujets différents, en fait. Mais c'est positif parce que du coup, ça va nous pousser à explorer tout ça. Et donc, moi, je le répète, j'ai faim, donc je vous dis bonsoir. Merci beaucoup d'avoir été si réactif et intéressant. Et on se rappellera longtemps donc du cœur de Jésus qui a vraiment mis on s'en souviendra lorsqu'il y a la lecture du carême, lorsqu'il y aura le passage, on pensera les uns aux autres. Voilà, allez, bonne soirée à vous. Je vous dis bye bye. Avec le feu la semaine prochaine. Ah oui, merci. Mais merci à vous. Salut. Au revoir. Oui. Au revoir. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Bon appétit. Marie-Jo. Bonsoir. Bonsoir. Merci Malou.